Et ils ont raison. Ils ont raison. D'ailleurs, les politiciens, là où ils sont très forts, hein. Enfin, leurs communicants plutôt, parce que les politiciens, ils sont, je sais pas si je peux le dire, ils sont un peu cons. Faut dire les choses. Comme je l'ai dit, ils ont fait les mêmes écoles, ils viennent des mêmes endroits, ils sortent ensemble, ils vont dans les mêmes restaurants. Ils ne peuvent pas être différents. Un mafieux a permis la création de l'Union européenne. Le fascisme, c'est le socialisme sans la démocratie. Moi, je suis pas socialiste. Les élus sont devenus des pompes à fric. Quand on est dans le système, on le balance pas. Voilà. Et c'est dommage. Le système social d'aujourd'hui, les gens sont maintenus dans une pauvreté. Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, donc tous les lundis, mercredis, vendredis, de 21h à minuit sur metatv.org. Voilà, hein, désormais je le dis parce que comme le programme a changé, il y en a qui se posent encore la question, des fois le jeudi, le mardi, donc c'est lundi, mercredi, vendredi. Donc bonsoir à la régie, bonsoir à tous les métanautes connectés. Et ce soir, nous avons avec nous Mike Borowski. Bonsoir Mike. Bonsoir, merci de m'avoir invité ici sur Épinay, parce que c'est ici que j'ai commencé la politique. Ah ben voilà. C'est ici que j'ai commencé mon engagement politique, donc je suis vraiment content de revenir aux sources. Eh ben voilà, donc ça fera une bonne coïncidence. Alors, Mike, beaucoup de gens ne vous connaissent pas. J'ai préparé des anti-sèches parce que vous avez quand même un parcours qui est... ma bio. Voilà, vous avez un parcours qui n'est pas commun. Vous avez été responsable des jeunes pop. Donc les jeunes pop, c'est les jeunes de l'UMP. Voilà. J'étais jeune. Voilà, non, je suis moins jeune, donc un petit peu moins jeune, voilà. encore quand même jeune quand même. Donc responsable de 2003-2008, donc c'est quand même assez conséquent. Vous avez été assistant parlementaire aussi, c'est ça? À l'Assemblée nationale, auprès de Gilles Carrez. Auprès de Gilles Carrez, voilà. Ancien président, enfin toujours président de la commission des finances. Lui, il bouge jamais. Il est toujours là depuis 93. D'accord. Assistant aussi parlementaire alors du sénateur maire de Neuilly-Plaisance, Christian Demoinck. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc aussi une grande figure, sénateur, c'est pas commun. Moi j'étais à peu près 4 ans, on a travaillé sur pas mal de choses, dont le rapport parlementaire sur la jeunesse. C'est nous qui avons fait le service civique aujourd'hui, qui marche d'ailleurs très bien. On a écrit la loi. On a bossé sur l'ordonnance 45 qui régit la délinquance des mineurs. Ouais. Bon, là, il n'y a rien sorti, mais bon, ça c'est la politique. On a aussi bossé sur toutes les questions jeunes, sur le décrochage à l'université, sur Campus France, l'université à la française. Donc vraiment spécialiste de la jeunesse. Donc, chose qui devrait intéresser justement ici dans le 93, département le plus jeune de France. On était vraiment sur ces thématiques à la pointe, on va dire. D'accord. Alors en plus, vous êtes cofondateur du mouvement national des jeunes Sarkozy. Alors là, c'était à l'époque quand j'étais très jeune aussi. Quand on est jeune, disons que on a droit d'être dans l'opportunisme politique. Je l'avoue aujourd'hui. Voilà. D'accord, vous confessez. Voilà, je confesse. Aussi, alors délégué de la première circonscription de la Seine-Saint-Denis. Bah, ici même, voilà. Ici même. Pour l'UMP, c'est ça? Voilà, pour l'UMP à l'époque, j'étais élu pour représenter les gens d'Épinay-sur-Seine, Saint-Ouen, l'île Saint-Denis et la plaine Saint-Denis. Et la plaine Saint-Denis, voilà, exactement. Donc aussi, alors là, parce que beaucoup de gens, alors la gauche m'a tué, vous êtes cofondateur du site, alors vous êtes, on va pas citer tous les gens qui sont avec vous. Non, alors là, c'était une première mouture. Qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'elle s'est transformée. Là, je suis vraiment le seul à porter ce projet. Alors, la gauche m'a tué parce que j'ai reçu, après avoir annoncé le programme, des tonnes de gens qui m'ont dit « Mais il y a une faute d'orthographe !» J'ai dit « Bah oui, mais c'est pas moi !» Alors, je vais expliquer. Alors voilà, je sais que les plus jeunes ne connaissent pas. Mais j'ai l'impression que les anciens aussi ne connaissent pas. C'est que c'est une référence à l'affaire Omar Haddad et Omar m'a tué. Voilà. Qui à l'époque, je crois que Madame Maréchal avait écrit Omar m'a tué. Et cette déclinaison a fait l'objet de dizaines de livres, de films, de reportages. Et moi, à l'époque, j'étais ado. Le premier livre qui était sorti dessus s'appelait Balladur m'a tué. Oui. Voilà. Donc, Marine m'a tué, voilà, etc. Marine, Sarko, voilà. Tout le monde m'a tué. Voilà. Donc en fait, c'est pas une faute, ne vous inquiétez pas, je fais pas de faute. Voilà. Enfin, j'en fais, mais pas sur ça. Voilà, il n'y avait pas de faute d'orthographe, évidemment, je le dis, parce que moi, on m'a appelé paniqué en me disant attention, il y a une faute d'orthographe sur la publique. Non, ne vous inquiétez pas. Mais ça participe encore au fait que l'histoire de France aujourd'hui, elle a commencé en 1998 avec les 2 buts de Zidane. C'est l'an 1 de l'histoire de France. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a plus rien, on ne sait pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens qui disent « Ah mais je ne connais pas, j'étais pas né ».
Et ah non, j'étais pas né, je connais pas. Alors les plus jeunes me disent ah ouais mais bon je connais pas, c'est une vieille affaire. Bon mais moi j'étais pas né sous François Ier ou Louis XIV, je sais qui ils sont. Hein. Bon voilà, c'est mon petit scud. Alors j'avais envie de donner. Alors pour commencer justement avant qu'on rentrer dans le débat, qu'est-ce qui s'est passé parce que visiblement vous avez quitté l'UMP un peu en claquant la porte. Moi ce que j'ai compris, c'était une rupture quand même violente. C'est pas une séparation douce on va dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir quitté l'UMP? Je n'étais plus en accord idéologique avec l'UMP. Parce que connaissant les institutions de l'intérieur, je trouvais que le parti était une sorte de mascarade. C'est-à-dire que les uns et les autres avaient des postures où utilisaient la transgression verbale que les politiciens, que par exemple les communicants suggèrent aux politiciens. Et dans le fond, au sein de l'institution, ils n'assumaient pas ces discours, ils n'assumaient pas ce qu'était l'idéologie de droite et faisaient, pour moi, de la gauche. Et donc, n'étant pas de gauche, je suis parti. J'ai voulu faire mon propre business, on va dire, être indépendant des partis, parce que les partis, c'est de la stratégie politique, c'est placer des pions, c'est-à-dire des gens à des postes, à des places, bien rémunérés, bien au chaud, sans penser à la France et aux citoyens. Et je ne voulais plus faire partie de cette mascarade, même si j'avoue aujourd'hui, je le confesse très bien, hein, j'ai fait partie de ça. J'ai très bien vous étiez dedans, vous le saviez qu'il y avait de la même, voilà, qu'il y avait... Oui, mais vous savez, quand on est jeune, c'est par exemple le même cas pour les jeunes sarkozystes, j'ai créé les jeunes sarkozystes, voilà, je le dis par opportunisme. Bon, il est évident que Sarkozy était meilleur que les autres à l'époque, bon, mais il fallait monter au sein de la hiérarchie. Vous voyez, bon, quand on a 20 ans, on fait les choses, on fait ce genre de choses, et après on réfléchit et on se dit ça sert à rien. Et c'est pas ce que je veux faire dans ma vie, et c'est pas comme ça que j'ai vu l'engagement politique. Parce que justement, alors, dans ce monde politique, on a l'impression que les convictions ont disparu, qu'il y a que justement du carriérisme. Puisqu'aujourd'hui, on le voit bien, les gens ont du mal avec les concepts de gauche et de droite. Par exemple, pour vous, clairement, il y a une gauche et une droite encore en France? Non, il n'y a qu'une gauche. Mais c'est aussi, enfin, je vais être un peu méchant, mais c'est le manque de culture des gens politiques. Les gens ne connaissent rien. Ils entendent un type transgresser verbalement, même si à côté il a 100 programmes de gauche, bah, il sera de droite, parce qu'il aura dit un truc sur l'immigration par exemple, ou dernièrement, par exemple Nadine Morano, voilà, on va dire elle est ceci parce qu'elle a dit ça. Bon, mais en fait, la gauche et la droite c'est quoi? Moi je suis de droite, parce qu'en 1789, quand il fallait choisir entre Louis XVI et la République, j'aurais choisi Louis XVI, la royauté. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je suis royaliste, mais ça veut dire que je me serais mis contre ce qu'est la République. Parce que la République, c'est la gauche, dans son ensemble. Hein. Et il faut savoir que la gauche, c'est pas j'aime les Arabes, et la droite, c'est j'aime pas les Arabes. C'est réducteur. Et c'est ça qu'on veut faire croire aux gens. Que la droite et la gauche, c'est un mec, il tire sur un peu l'immigration, il est un peu libéral, et la gauche, c'est il est généreux, il est gentil, il veut tout le monde chez lui. C'est pas ça. La politique, c'est autre chose. Moi, je suis profondément de droite parce que je crois en une idéologie. C'est-à-dire que je crois en des valeurs, je crois en la nation, en la France. La grande France, celle des clochers, celle de 496, Clovis, pour moi c'est des valeurs essentielles. Malheureusement, dans notre pays, nos élites pensent que la France a été créée en 1789 et voient dans la République la France ultime. Pour eux, leur vision de ce pays, c'est la République, la laïcité, voilà, des valeurs républicaines, et ça reste ça. D'ailleurs, l'UMP a pris maintenant le nom républicain en disant voilà, c'est le summum du bon. Mais ça démontre que nos classes dirigeantes, dans le fond, elles ne sont pas
réellement de droite. En fait, elle diffère dans ce qui est un peu le libéralisme, un peu l'Europe, voilà. Mais c'est sûr, parce que justement aujourd'hui dans, on va dire, l'échiquier politique, on a vraiment le sentiment, et ça c'est un sentiment qui est largement partagé par, on va dire, une grande majorité des gens, de la population, qu'il n'y ait plus de différence finalement, que ça se joue oui, à une feuille de papier à cigarette sur des tout petits sujets qui sont presque subalternes, ces sujets. Il n'y a plus de différence. La différence, elle peut se faire peut-être sur l'Europe, des petites choses comme ça. Oui, mais même sur l'Europe, ils sont un peu tous d'accord. Je veux dire, certains sont souverainistes, on va dire. Voilà, d'autres ne le sont pas. Mais dans le fond, comment peut-on avoir des différences lorsque les personnes viennent du même endroit, qu'elles ont fait les mêmes écoles, qu'elles ont les mêmes formations, qu'elles couchent ensemble, qu'elles vivent ensemble? Bah, il faut le dire. Il faut le dire. Faut le dire. Comment veut-on qu'il y ait des différences quand il y a des connivences entre journalistes, politiciens? Il va y avoir de différences. Ils pensent tous la même chose. En fait, ce qui diffère de ces gens-là, et j'inculque le FN dedans, je vous le dis sincèrement, mais ce qui diffère de ces gens-là, c'est les postures. C'est-à-dire, voilà, il va dire, ah, moi je suis contre l'immigration, moi je suis pour l'immigration. Voilà, ce sont ces postures-là. Et je trouve que les différences aujourd'hui se jouent, enfin, on dit qu'elles se jouent sur ces postures d'immigration. Vous voyez? C'est-à-dire que, voilà, ce que je dis au début, c'est, on fait croire aux gens, par exemple en Seine-Saint-Denis, je sais très bien, j'ai milité ici, et voilà, les gens, quand on fait voir les gens, on va dire, ah, mais nous on n'aime pas la droite parce que vous n'aimez pas les Arabes. Oui. Mais c'est la seule chose qu'ils peuvent dire. Voilà. Ah, vous aimez la gauche nous aime parce que voilà, elle aime les Arabes, ou les Blacks, ou j'en sais rien, ouais. Bon. Et le problème, c'est que on a tout fait pour réduire intellectuellement les concepts, pour que les gens, dans le fond, ne voient que ces transgressions. Oui, parce que, donc ça voudrait dire que voilà, le débat, effectivement, politique, il a été réduit, mais après, dans les politiques qui sont menées, on voit bien que, voilà, par exemple, on est passé d'un président de droite, dit de droite, en tout cas Sarkozy, à un président dit de gauche, Hollande. Il y a une continuité absolument dans la politique qui est menée. Il n'y a pas eu de rupture à aucun moment, sur quasiment. Mais il n'y a pas de rupture depuis sujet. 40 ans. Ouais. Il n'y a pas de rupture depuis 40 ans. Parce que même Sarkozy, je peux dire, alors vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais Sarkozy qui avait fait campagne sur, clairement, bah tiens, puisqu'on prend le sujet de l'immigration, il nous avait parlé d'immigration choisie, etc., qu'il allait réduire l'immigration, etc. Il n'y a eu aucune différence, absolument aucune différence. Mais la République ne permet pas la différence. Voilà. Parce que il y a un Parlement, enfin il y a deux Parlements, il y a un Sénat, l'Assemblée nationale, chacun a son petit mot à dire, chacun a son petit amendement à mettre. Quand on veut mettre des projets de loi, entre le projet de loi initial et ce qu'il en ressort, avec les amendements et tous les changements, bon, ça n'a plus rien à voir. Donc la République ne permet pas. C'est-à-dire que, il faut aussi savoir une chose, c'est que la France, le seul moment où la France a été très très grande, c'est où elle n'a connu qu'un pouvoir personnel. C'est-à-dire à Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, où des types ils disaient voilà, on fait comme ça, voilà le texte clé en main. Mais aujourd'hui ce n'est pas possible. Aucun président ne peut faire ça. Parce qu'il n'a pas les pouvoirs pour le faire. Et puis en plus, il a au-dessus de lui l'Union Européenne. Oui. Donc comment il peut faire? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut, moi je dis sincèrement, la République est le système qui a fait régresser la France. Mais le problème, c'est que nos élites ont tellement façonné les esprits des gens que les Français pensent que la République, c'est ce qui a créé le pays. Oui, c'est-à-dire que sans elle, on est tous morts. C'est un peu aussi on embrigade les gens aussi à croire ça constamment, en disant que la République, en gros, pour résumer, c'est qu'avant la République, c'était l'obscurantisme total et des gens qui ne savaient pas ce qui se passait, et puis finalement la République arrive et c'est les fameuses lumières, les fameuses... Voilà. On va faire un peu d'histoire. Ouais. La République, voilà, 1789. La République a duré 10 ans à engendrer Brumaire, donc le Premier Empire. Ensuite, il y a eu la royauté, le retour de la royauté. Bon. La Deuxième République, c'est-à-dire que, je veux dire, sur le Premier Empire, la France a été très grande. Elle a été créée en toute l'Europe, elle dominait tout le monde. Il a fallu une coalition de pays pour la faire tomber. Bon.
La Deuxième République a duré 3 ans. 1848, elle est tombée pour le Deuxième Empire. Le Deuxième Empire, même si, après les historiens disent beaucoup de mal, mais mine de rien, le Deuxième Empire a permis quand même pas mal d'avancées. C'est mitigé, le bilan, souvent on nous dit qu'effectivement... Ne serait-ce que Paris, ne serait-ce que comment est Paris aujourd'hui, c'est quand même l'Empire. Bon. Et ensuite, il y a eu la Troisième République qui a eu la débâcle en 40. Elle a engendré la débâcle. Bon. Vichy, la Quatrième République est tombée aussi, elle s'est écrasée à cause de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que... Et la Cinquième République, voilà, aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que sous les républiques, la France n'a jamais rayonné. La France n'a jamais rayonné. Elle n'a jamais rayonné comme pendant la royauté ou pendant l'Empire. Elle n'a jamais dominé la France. La Cinquième République, la Quatrième, Cinquième République, on a perdu l'Empire. Et on est devenu un peu des sous-fifres. La Troisième République, bon, alors certes, on a gagné la guerre parce qu'on s'est coalisé, mais normalement, on aurait dû aller jusqu'à Berlin. Mais comme nous étions des sous-fifres des anglo-saxons, nous sommes abstenus. Vous voyez ? C'est-à-dire que, en fait, la République, c'est des périodes de l'histoire de France où la France n'était pas grande. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la France, le génie français, l'a été lorsque des hommes providentiels, des grands, des très grands, ont été à la tête de ce pays et où ils ont eu un pouvoir absolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, l'idéal entre guillemets politique français, ce serait donc un régime assez autocratique et autoritaire? Oui, un régime autoritaire. Mais les gens le réclament. Quand je vois aujourd'hui parmi mes lecteurs sur la gauche m'a tué, ils aiment beaucoup Poutine. J'étais très surpris. Je suis vraiment très surpris qu'ils aiment Poutine. Mais pourquoi? Parce que il représente la force, la virilité, l'autorité, l'ordre. Et c'est ce que les gens veulent. Ils veulent de l'ordre. En République, aujourd'hui, on vit dans le désordre, dans le laxisme, dans la faiblesse. On a l'impression que 50 mecs peuvent faire tomber l'État. Dernièrement, il y avait des gens du voyage qui avaient bloqué l'autoroute. Alors, on s'est couché. 1000 zadistes, je ne sais plus, là dans le sud-ouest. On peut casser quelques trucs, on s'est couché. Vous voyez ? Ça n'aurait pas été possible sur des régimes autoritaires. Alors, je dis pas, faut revenir le roi, ou... Bon, je dis pas ça. Mais je pense que le pouvoir doit être personnifié par quelqu'un de charismatique et de fort. Mais c'est quoi, c'est aux gens de le choisir? Parce que c'est ça qui a un peu, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire, parce que les formes de pouvoir, pour le moment, enfin, que vous avez citées, en particulier si on a Napoléon, c'est quand même un coup d'État. Les deux Napoléon d'ailleurs. Mais 58, c'est un coup d'État. De Gaulle, oui, quelque part. C'est un coup d'État. Oui, on parle d'un coup d'État. Donc je pense que c'est ce qui doit arriver. Un coup d'État. C'est possible, oui. Il faudrait vraiment un homme providentiel. Ou alors quelqu'un qui a une présidentielle, qui gagne la présidentielle et qui change totalement de constitution. Pas pour faire une 6ème République. Hein. Je ne sais pas, aujourd'hui je ne sais pas. Mais les circonstances feront. Vous savez, l'histoire, c'est un éternel recommencement. Ce qu'il y a eu reviendra. On n'a rien inventé. Hein. C'est-à-dire la 5ème République, c'est pas une invention nouvelle. Hein. Voilà, on n'a rien inventé. D'ailleurs, j'invite à lire les très bons livres de Jacques Bainville qui s'appelle Les dictateurs. Il parle de tous les dictateurs depuis la création du monde. Et il le dit lui-même. Nous n'avons rien inventé. Tout est venu, tout a été fait, tout a été créé. Et moi, je reste persuadé que si la déliquescence de ce pays continue comme elle l'est actuellement, on viendra à ça. Alors peut-être que ça peut être quelque chose de collectif. Je dis pas que c'est... voilà. Mais ça viendra. J'en suis persuadé. Qui s'installe une forme de pouvoir, on va dire, un pouvoir autoritaire. Voilà. Incarné par un homme. Et qui sera incarné, oui, voilà, par une figure charismatique qui imposera aussi une espèce de pouvoir autocratique quand même. Il sera obligé de... Les républiques n'ont jamais dépassé 70 ans de vie. On est à 57 ans. Donc peut-être que dans 13 ans, c'est pas si loin. Hein. Si on compte, oui, alors, les républiques, c'est-à-dire si on additionne effectivement toutes les républiques.
Et, parce que là, c'est vrai que la France donc, est dans une situation catastrophique, on va pas se mentir. Les Français n'ont plus confiance dans la classe politique. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Vous qui avez été justement, on va dire, derrière, dans les coulisses, est-ce que ils ont conscience de ça aussi, les dirigeants, ou est-ce qu'ils s'en moquent? Est-ce que ça leur passe par-dessus la tête? Ou alors c'est quand même quelque chose je sais pas, au moins, qui les effraie, qui les émeut? Ils peuvent dire merci à Michel Debré d'avoir fait malgré tout une constitution solide, qui fait qu'elle est difficilement prenable, on va dire. Parce que les institutions font que, même si 99,9% des gens ne votent pas, imaginons, hein, demain 99,9% des gens ne vont pas voter, eh bien avec une voix à l'heure, ils seront élus. Parce que le siège n'est pas vacant. Donc c'est la seule chose qui importe. Ce qui importe, c'est d'avoir un socle de voix qui fera qu'on sera élu. Le reste, on s'en fout. Les types qui s'abstiennent, ils ne représentent rien. Enfin, ils représentent du monde, mais ils ne représentent rien dans les urnes. Donc quand on a des 80% d'abstention dans une élection, ils s'en foutent complètement. Ils sont élus avec 1000 voix, peu importe, c'est pas grave. À la rigueur, on ira sur un second tour, mais on n'ira pas sur un troisième, quatrième. Voilà, donc tant que le mec est élu, tant que le politicien est élu à la tête de sa circonscription, à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou qui est à la tête de la France et qui devient ministre, il s'en fout. Il a rien à foutre. Il jouira des mêmes avantages, il aura son bon salaire, il aura son chauffeur, il continuera son cinoche, quoi. C'est un peu, alors, ça veut dire qu'on vit alors quoi, dans une commedia dell'arte, une espèce de grand théâtre en fait, c'est dans une oligarchie. Ouais. On vit dans une oligarchie, c'est-à-dire qu'un très petit nombre ont confisqué... ont confisqué le pouvoir ensemble. Ouais. C'est ces gens-là qui vivent en fait, on va dire justement, donc qui profitent des avantages. C'est quoi alors? Ça veut dire que ces gens-là, leur motivation sont on va dire, les avantages personnels qu'ils tirent de leur fonction. C'est bon, du pouvoir, ils en ont plus beaucoup, donc... oui, parce qu'ils ont tout donné, à l'Union européenne en plus. Mais je sais pas si vous remarquez, moi ça me fait souvent rire, c'est que déjà en France, il y a des élections tous les 3 mois. On dirait qu'on vit pour les élections. Les cantonales, les régionales, les municipales, on vote aussi pour le mec à l'agglo, on vote pour tout, quoi. Bon, même si bon, ça ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, les politiciens là, ils sont très forts. Hein. Enfin, leurs communicants plutôt, parce que les politiciens, ils sont, je sais pas si je peux le dire, ils sont un peu cons. Faut dire les choses. Non, ça va. Mais là où les communicants sont très forts, c'est que ils font croire aux gens que la prochaine élection est la plus importante. Vous voyez, là, les régionales qui arrivent, c'est l'élection la plus importante, il n'y aura pas plus important avant les 3 prochains mois. Voilà, donc, mais quand vous êtes président de région, là en décembre il y aura ces élections, ben, vous avez un salaire confortable, et aujourd'hui c'est pas négligeable. Vous avez un cabinet, des collaborateurs qui vous font des fiches, qui vous écrivent des petits amendements, enfin plein de choses. Vous avez votre petit chauffeur. Vous allez à New York, à Moscou, à Madrid, voilà, c'est la belle vie, quoi. C'est un peu... c'est un peu gagné à l'euro million en fait. Voilà, c'est ça, c'est cool. Hein. C'est la belle vie. Voilà. Mais faut pas se leurrer. Vous avez des... Attendez, moi j'ai été attaché parlementaire d'un sénateur. Vous savez quel job il avait à la base? Non. Il était prof de sport. Il était prof de sport. Donc, ça gagne beaucoup mieux sénateur que prof de sport. Tranquille. Et dès qu'il est devenu sénateur, il est resté 20 ans. Là, il aura sa retraite complète à 4-5 000 balles. Qui c'est qui peut dire qu'il a une retraite à 4-5 000 euros aujourd'hui en France? Entre nous, qui c'est qui a un chauffeur qui peut se payer une belle maison, hein, dites-moi. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Et puis tout ça en plus, alors... Et sans compétences. Ouais. Alors que le business, par exemple le business, un type il ouvre une boîte, il faut des compétences, il faut être quelqu'un, il faut être un gestionnaire. Et puis si ça marche pas, ben... Ouais, on vous dit au revoir. Voilà, un truc, quoi. Ouais. Et puis les banquiers peuvent vous prendre votre baraque et tout, mais là vous avez aucun risque. Vous êtes bon, vous êtes mauvais, vous faites 6 ans, aucun risque, nickel. C'est ça. Et en plus, alors... Moi, j'aimerais savoir aussi, il y a une politique des partis qui est très importante aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que les partis
Bon, pour imaginer, ils tiennent un peu tous ces candidats. Comment ça se passe exactement? En plus, alors, pour le coup, en plus, vous avez vécu ça de l'intérieur, vraiment. Les partis, ils appellent les sénateurs, ou surtout les attachés, et puis ils vous disent bon, bah, faut signer ça. Alors, cette petite loi à la con. Moi, je me rappelle, j'ai dû faire un amendement à l'époque pour un modem, tiens, pour vous dire que malgré que Bayrou fait son cinoche contre Sarkozy, ces députés, ces sénateurs, ils travaillent avec les UMP. D'ailleurs, un modem qui est devenu, je crois qu'il est maintenant au CSA, recasé. Eh bien, j'ai dû faire un amendement pour lui rendre service, parce que sinon, comprenez, derrière, on peut vous emmerder. Mais je voterai pas pour toi. Ce texte-là, bon, voilà, je le ferai pas passer. Parce que les textes, il faut savoir que doivent passer en commission des lois, et ils doivent être, ceux qui sont en commission des lois, c'est des types qui font passer ou pas le texte, c'est-à-dire à l'Assemblée pour après le faire voter ou pas. Et si le texte ne dépasse pas la commission des lois, le texte il n'existera jamais. D'accord. Et donc c'est du jeu politique. Les gens ne le savent pas. Les gens pensent que les politiques, quand ils s'embrouillent le mercredi et le jeudi sur les questions au gouvernement, que c'est réel. C'est rien de réel, c'est du cinoche. Il faut montrer au peuple qu'on n'est pas pareil. Je vais reprendre l'exemple des régionales. Bartolone, qui est tête de liste pour la région, il doit gueuler, il doit dire des trucs, parce que sinon les gens vont croire que l'UMP et le PS c'est la même chose. Déjà que Marine Le Pen surfe là-dessus et que les gens commencent à y croire, eh bien ils doivent montrer que c'est faux. Vous voyez ? C'est tout. Mais c'est un jeu politique. Et après tout le monde mange ensemble et puis on se tape dans le dos. Quand on voit par exemple, d'ailleurs c'est le seul pays en France où nombre de journalistes sont mariés avec des politiques. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une endogamie. C'est pas une connivence. Oui. C'est une connivence. C'est tout. Faut dire les choses. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils votent, qu'ils pensent tous pareil. C'est comme je l'ai dit. Ils ont fait les mêmes écoles. Ils viennent des mêmes endroits. Ils sortent ensemble. Ils vont dans les mêmes restaurants. Ils ne peuvent pas être différents. Est-ce que la solution, ça pourrait pas être aussi, alors, je vous demande, de faire des mandats uniques, par exemple? Non, ça serait pas une solution de dire, vous pouvez être sénateur, ça durera le temps d'un mandat, puis c'est terminé. Parce que là, on a l'impression que on n'a pas qu'une impression, mais les gens font carrière dans la politique. C'est-à-dire que c'est devenu quoi, un métier, véritablement. Ce qui est un peu paradoxal, d'ailleurs. Il faut sortir de ce régime, mais vraiment, il faut en sortir totalement. Les petits trucs, là, comme ça vaut rien. Mais ça ne vaut rien du tout, parce que pendant 6 ans, vous serez cool pendant 6 ans, quoi. Et puis après, vous aurez sur votre CV sénateur, et puis vous allez faire des confs dans le monde, rémunérés à je sais pas combien, et puis voilà. Donc ça ne changera rien. Ça ne changera réellement rien. Mais je suis même dubitatif sur l'élection. Je vais vous dire pourquoi. Je vais prendre l'exemple des municipales. Par exemple, ici on est à Épinay-sur-Seine. Le maire, il est tenu pas par le fait de bien faire, de bien bosser. Il est tenu par quelques lobbies d'électeurs, souvent des associations, qui doivent financer, qui doivent payer, parce qu'elle rapporte tant et tant de voix. Un élu, bon, je vais quand même pas prendre l'exemple d'Humanizy parce que il a quand même fait des choses. Il s'en sort plutôt bien. On va dire ça, mais on va dire dans d'autres communes. Voilà, Saint-Ouen, là où j'habite, Saint-Ouen. Bon, il y avait un système qui était communiste, qui faisait du clientélisme vis-à-vis de son électorat, c'est-à-dire que vis-à-vis des gens qui rapportent potentiellement nombre de voix. Voilà, donc on fait travailler dans son cabinet, par exemple, un type d'une association, un tel, qui a 200 personnes, par exemple, ou on donne telle subvention, ou on loge telle personne d'HLM parce qu'elle est copain avec celui-là qui a tant de personnes derrière. Donc, c'est ça, il faut savoir que c'est ça, être maire. Et après, ils avaient un autre qui gagne, et qui va faire la même chose, mais avec d'autres personnes. Parce qu'en fait, un maire, il est élu, et son objectif à lui, c'est pas de se dire je vais faire de Saint-Ouen un truc génial, mais c'est de se dire voilà, comment je dois faire pour qu'en 2020 je sois réélu.
Et c'est pas la même chose intellectuellement. Parce qu'on est élu par des électeurs. Et qui doivent être les plus nombreux possibles. Et donc on doit parler à des organes qui représentent beaucoup de personnes. D'où on voit ces mairies qui vont subventionner, alors je dis un truc, par exemple, l'association des Haïtiens de Saint-Ouen. Voilà, t'as tout compris. Voilà, telle ou telle association. Bien sûr. Voilà, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le système. J'ai connu un maire du 93, pour lequel j'ai bossé pour le sénateur maire. Et il avait commencé, moi je me rappelle, dans son cabinet, il y avait 5 personnes. Et quand je l'ai quitté, ils étaient 15. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc il s'appuie sur c'est des réseaux, on va dire. On fait travailler les citoyens de la commune dans la fonction publique. D'ailleurs, ce qui est très mal parce que on crée du déficit. On crée du déficit. On fait des fêtes, des machins avec de l'argent public. Et après, quand on vous enlève l'argent comme maintenant, là, on gueule, on dit « Ah, mais je peux plus vivre, vous comprenez, je peux plus payer les 15 mecs que j'ai embauchés. Bon, mais c'est la politique, on va dire. Et là, pour le coup, vous me confirmez, c'est la gauche ou la droite, tout le monde fonctionne comme ça. Ah oui, ça, oui. C'est pas l'apanage de... Non, faut être honnête, c'est un système républicain. C'est la Troisième République. Il faisait comme ça aussi, qu'on a hérité aujourd'hui, voilà. Donc ça perpétue parce que... Perpétue. Ouais. Moi je pense que, sincèrement, que les maires, déjà, il faut enlever des strates. Bon, enfin, je sais pas si ça va intéresser les gens que je parle de choses techniques. Mais je pense que un fonctionnaire mis à la tête de collectivité, à qui on donne 4-5 ans et puis qu'on change ou pas, suivant s'il est bon ou pas, mais changer ou pas par l'État, suffirait. Ouais, on n'a pas besoin de tous, parce qu'en fait, vous nous expliquez que donc on embauche aussi des gens, etc., à des postes pour, on va dire, asseoir son pouvoir. Ça fait, bien sûr. Donc les maires, c'est quoi, ces espèces de potentats locaux qui... Voilà. C'est un organe de Pôle emploi. Déjà voilà, c'est un organe de Pôle emploi. Il embauche à tout va, il dépense comme il veut. Et c'est une sorte de notable qui souhaite rester notable à vie. Et qui, pour rester notable à vie, va s'appuyer sur tous les lobbies qui existent dans sa ville. Enfin, je parle d'associations. Enfin, en France, c'est surtout l'association, on va dire. Oui, ça passe par le monde associatif. Voilà. Donc c'est un monde extrêmement, j'ai envie de dire, corrompu, le monde associatif finalement. En tout cas, ceux qui fricotent avec les mairies, c'est ça? Mais les associations, oui, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais bossé à l'Assemblée nationale, on avait, comme il était à l'époque il était président de la commission de finances, donc on avait un budget énorme. C'est-à-dire parce que le mec, en plus d'avoir à l'Assemblée nationale son salaire et la petite enveloppe parlementaire, il y a certains postes qui ont plus de budget que d'autres. Le président, le vice-président, bon. Et c'était à l'époque, c'était sur Champigny-sur-Marne. Et on devait tout faire pour faire gagner le mec de droite de Champigny-sur-Marne, qui était son bras droit. Et donc, on a fait un tract, envoyé aux associations en disant voilà, vous voulez des thunes, vous venez et on vous les donne. Ouais, enfin, je peux le dire aujourd'hui, c'était il y a 10 ans. Bon. Et c'est-à-dire qu'il y a un mec, il vient, il dit ah bon, moi je suis président d'association des bridgers, ou je sais pas comment on dit, du bridge de Champigny, bon, je voudrais une table. Ah bah tenez, votre table, voilà. Je voudrais ceci, cela. Bon, et le pire c'est que on a fait beaucoup, mais le pire c'est que le mec a même pas gagné. Donc ça c'est ça le pire. D'accord, ouais. Ça veut dire que je pense que le maire en place a fait encore plus que nous. Par derrière. Parce que souvent, on a accusé pendant longtemps. Enfin, moi j'ai entendu. Ils viennent à la gamelle, quoi. Voilà. Oui, voilà. Donc, souvent, bon, c'était un grand argument de j'ai envie de dire, justement à droite, qu'on reprochait à la gauche, dans les banlieues, de dire qu'ils achetaient la paix sociale, qu'ils achetaient l'électorat. Mais en fait, tout le monde fait ça, en fait. C'est pas l'apanage de la gauche, finalement. Je me rappelle, j'étais à la commission d'ordonnance 45 avec Rachid Dati. Ouais. Et on avait fait un programme
chaud quoi, vraiment. 25 c'est tout ce qui régit la délinquance des mineurs. Et donc on a fait un truc très chaud, alors majorité pénale à 10 ans et tout, enfin, non pardon 13 ans plutôt, enfin des trucs voilà, pour montrer qu'on était des caïds quoi. Et ben il n'y a rien qui est passé. Hein. Et c'est pas les mecs de gauche qui nous ont dit que c'était de la merde, mais c'était les mecs de droite. Donc, et de plus qu'il y avait la majorité de voilà. à l'Assemblée. Ils nous ont dit ah mais vous comprenez, on ne veut pas casser la paix sociale dans nos circonscriptions. Donc on va abandonner tout ça, votre projet, on va le mettre quelque part. Voilà. Donc, faut dire les choses, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Le régime fait qu'il n'y a pas de différence. C'est le système même. Le système fait. Et quand un système est mauvais, il faut se dire les choses, il faut en sortir. Il faut en sortir. Enfin, le problème, c'est que les gens, d'abord, ils ont peur de l'inconnu. Donc, ils votent pour toujours les mêmes. Parce qu'ils ont peur, enfin, avec le même qu'on les étiquette. Hein. Donc, parce qu'ils ont peur, ils se disent ah, mais si je vote pour un type qui est divers droite, divers gauche, bon, je sais pas ce qu'il va en être, je le connais pas, est-ce qu'il est bon, enfin, au moins je sais que celui-là est pas bon, mais je le connais. Ouais, parce qu'il a l'étiquette, voilà. Soit socialiste, soit UMP, soit d'accord. Voilà. Donc ça rassure. Bien sûr. Et puis il y a cette inculture politique. Les gens ne connaissent pas les institutions. Ils ne savent pas à quoi sert l'Assemblée nationale, ils ne savent pas à quoi sert le Sénat, ils ne connaissent pas les pouvoirs de la ville, du département, de la région, ils savent rien. Et, enfin, on les maintient dans une ignorance, quoi. Il faut qu'ils sachent le moins possible. Il y a une volonté aussi de oui, on les maintient. classe politique de vous en occupez pas trop, on gère pour vous. Oui, en gros, bien sûr. Vous occupez de rien. Bien sûr. Voilà. En plus, il faut dire une chose, il y a un mythe du type qui est costaud, il est narc, il est intelligent, alors que la plupart du temps, le type, il vaut pas grand-chose. Hein. Faut se dire les choses. Moi, je me rappelle, à l'époque, je faisais faire des visites au Sénat de citoyens. Ouais, type, ils voyaient ça déjà une sorte de... Ils se sentaient petits, quoi. Et quand on va à l'hémicycle, vous avez le guide qui explique un peu... Et les gens découvraient les pouvoirs des uns des autres. Ils découvraient. Donc voilà, cette inculture politique fait que les gens se disent mais il faut que je reste dans la 5ème République parce que sinon c'est le chaos. Mais il faut connaître l'histoire. Il faut que les gens se réapproprient l'histoire, qu'ils lisent des bouquins, et pas ceux de Cherokee comme ça, mais des vrais intellectuels. Et qui voient que... Moi, je conseille de lire l'histoire de France de Gaxot. Voilà. Il parle de l'histoire de France ou de Bainville. Et de voir ce qu'a été l'histoire de France. Quand est-ce que la France a été immense? Quand est-ce qu'elle a dominé le monde? Parce que la France a dominé le monde. La France, elle a été... elle a eu les Indes. Elle a eu l'Amérique. Vous voyez, c'est quelque chose la France. C'est pas à Versailles, à l'époque, Versailles, c'était, enfin, ça allait toujours d'ailleurs le palais le plus grandiose au monde. Ça me rappelle un truc, c'est par exemple l'ambassadeur de ce qu'aujourd'hui l'Italie, lorsqu'il était face à Louis XIV, pourquoi il y a eu ce couloir des glaces, il devait sortir toujours face à Louis XIV. C'était une sorte d'humiliation face au grand souverain, au roi Soleil. Mais ça, c'était des périodes de royauté. Je dis pas que je voudrais que les Bourbons reviennent. Bon, mais on peut trouver quelque chose, un système d'autorité. Et moi, je pense que les gens veulent cette autorité, ils veulent de l'ordre. Ils veulent de l'ordre dans ce pays. Parce qu'ils voient que le désordre, ça mène au chaos. Et aujourd'hui, on n'est pas loin du chaos. Chacun fait ce qu'il veut ici aujourd'hui. Chacun impose ce qu'il veut. Chacun fait son petit truc. Et personne ne lui dit rien. Et il a raison. Vous voyez ? Oui, alors ça, tout le monde a constaté ce délitement de la France. Selon vous, c'est quoi les racines du problème, justement? Alors, vous dites c'est le système républicain en lui-même. Bien sûr, c'est 189. C'est le système républicain qu'il faut faire sauter. Mais alors, là, je pose la question. Parce que les gens, même si certainement beaucoup de gens sont mécontents et prêts à changer de système, mais
quel système on leur propose? C'est parce que c'est quoi le système de remplacement? C'est une monarchie constitutionnelle? Je ne sais pas. C'est une démocratie? Non, déjà pas non, déjà pas. Pas comme les Anglais. Oui. On n'est pas des Anglais. Écoutez, l'histoire a fait que des gens se sont révélés. Voilà. Les circonstances feront que quelqu'un se révélera. Moi, j'y crois vraiment fort. Qui pensait le jour de la fronde que Louis XIV allait être le roi soleil? Personne. Qui pensait qu'en 1798 qu'elle allait voir l'Empire? Qui le pensait? Personne. Ouais, il y a eu des grands sursauts de l'histoire, voilà, comme ça. Alors le problème aussi de la France, c'est que on n'est pas comme des Anglais, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la longueur. C'est un peu comme au rugby, on va dire. Au rugby, la France, elle peut battre la Nouvelle-Zélande quand elle est au pied du mur. Mais elle n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pendant 30, 40 ans, 20 ans, on peut être dominateur, faire peur à tout le monde, être vraiment magnifique. Mais ça ne dure pas sur un siècle, 2 siècles. On n'y arrive pas. C'est peut-être le mal français. Mais est-ce que la France, alors bon, moi je m'en... On a eu Louis XIV, on a eu Louis XV. Oui, voilà. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on n'a pas, enfin, ça c'est ce que aussi une émission ici qu'on avait faite justement avec Pierre Hillard, qui dit c'est plié depuis justement Napoléon et on a perdu contre les Anglo-Saxons. Finalement, on a perdu cette bataille et on a perdu une grande bataille. On s'est pas relevé. Mais je suis persuadé qu'on se relèvera. Je ne veux pas être pessimiste. On s'est toujours relevé. Alors c'est vrai, 1815, ça a été le début, on va dire, de la fin. Mais la fin peut s'arrêter et recommencer une nouvelle ère. Donc ce serait une parenthèse, la République, selon vous, donc ce serait une parenthèse de l'histoire. Voilà, pendant 200 ans, on va dire. Allez. La France, c'est 496. La France, c'est l'avènement du roi des Francs et sa conversion dans le catholicisme. C'est l'héritage français. Tout le monde doit voir au fond de lui cet héritage. Quelle que soit sa couleur, sa religion, c'est un héritage français. Voilà. Et aujourd'hui, on est en 2015, c'est-à-dire 1500 ans. En 1500 ans, on n'a pas eu 200 ans de République. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas un système, enfin, ce n'est pas un régime immuable. Ça veut dire qu'il ne sera pas là dans 1000 ans. C'est-à-dire que la République n'a pas créé la France. Il y a eu quelque chose avant. Et d'ailleurs, tout ce sur quoi on tient encore, c'est ce qui a été fait avant. Le Code civil, c'est pas la République. Bah, par exemple. Ouais, c'est Napoléon. Voilà. Les monuments qui font que le tourisme est florissant chez nous. C'est quoi? C'est Versailles, c'est le château de Chambord, des choses comme ça. Tout ça, bon, oui. Voilà, bah oui. Bien sûr. C'est important. C'est-à-dire que tout ce qui marche l'a été sur d'autres régimes. Il faut dire des choses. Mais il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens le lisent et le comprennent. Mais les gens ne le savent pas. Ils pensent que les avancées, ça a été la pilule ou je sais pas, le mariage homo. Mais ça, c'est pas des avancées, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est, il faut que. Mais le problème, c'est que on met les gens. Déjà, on leur apprend pas. On leur dit que avant nous, c'était le néant. Oui, c'est dans un obscurantisme Voilà. dans la République. On leur apprend une nouvelle langue, qui est la novlangue, enfin, plutôt on va dire la nouvelle langue, qui comment dire, qui simplifie les termes, les concepts, les idéologies, pour que les gens aient un minimum de vocabulaire et ne puissent pas débattre. Parce que quand on n'a pas de vocabulaire, on ne peut pas se rebeller. Vous voyez? C'est très pervers, hein? Et aussi, bon alors... C'est-à-dire quand on est ignorant et qu'on n'a rien à dire, on se rebelle pas. On se rebelle pas, oui, bien sûr. Si voilà. Et on reste en l'état. C'est une façon d'enlever les armes pour se défendre. Bien sûr. Et puis, bon, ça aussi, c'est une tendance qu'on a remarquée depuis un certain temps, c'est d'enlever l'histoire de France, de la faire disparaître des manuels scolaires, etc. C'est un peu une façon de déraciner... De culpabiliser sur l'histoire de France. On culpabilise les gens. Vous savez, il y a le grand mal, enfin les grands bons, on va dire, de notre siècle, c'est l'esclavage, la colonisation et l'Holocauste.
Tout à fait. Voilà. Et ces trois choses-là, on va culpabiliser les gens. Pour les faire détester la France, en fait. Voilà. C'est l'anti-France. Voilà, c'est la haine du pays. Mais quand on déteste la France, on déteste pas que l'Élysée, Hollande, Sarkozy ou Chirac. On se déteste soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? On se hait tout profondément. Et une personne qui se déteste, qui a une addiction envers elle-même, elle ne peut pas avancer. Elle ne peut pas avancer. Elle se sent inférieure. Mais cette mascarade justement de l'anti-France, elle est largement soutenue quand même par cette classe politique. Puisque eux participent de ça. C'est-à-dire quand moi j'entends les propos, même, je suis désolé, même d'un Sarkozy à l'époque, il y avait des propos, alors que moi j'interprète comme de l'anti-France dans son propos. Par exemple Par exemple sur le fait qu'il explique aux Français, vous allez vous forcer à vous métisser, par exemple. Il avait fait en disant si les Français ne comprennent pas, on va légiférer pour qu'ils se métissent. C'est une façon quand même très autoritaire d'imposer un métissage, alors que le métissage c'est quelque chose de naturel. Alors, moi je repense beaucoup de choses à Sarkozy, mais je savais pas qu'il avait dit ça. Ah si, ça, alors là, on peut trouver l'image facilement. Je vous crois. Je vous prends à témoin, évidemment. Non, mais parce que sur Internet aujourd'hui, mais en fait, Sarkozy, il pense que les Français sont des anglo-saxons. Oui. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Les Français, ils veulent l'État. Un État stratège, pas l'État-providence. C'est pas la même chose. L'État-providence, c'est le social. Bon. Mais les Français sont attachés à l'égalité quand même. On peut dire que non, ça c'est pas de l'égalité. Ça, ça s'appelle de l'assistanat. C'est pas la même chose. Ou l'égalitarisme, si vous voulez. Les Français ne veulent pas ça. Les Français ont besoin de l'État. C'est clair. Sarkozy, lui, dans sa tête, c'est un anglo-saxon. Et il veut faire des Français des anglo-saxons. Mais le problème des anglo-saxons, c'est qu'ils sont différents des Français. Je vous prends des exemples. Les Américains, ils n'ont pas besoin d'Obama pour créer la Silicon Valley ou faire des industries. Ils n'ont pas besoin d'eux. Ils le savent, ils le font eux-mêmes parce que c'est un peuple d'entrepreneurs. Nous, en France, on a besoin de Hollande pour qu'il résorbe le chômage. Bon, d'un côté, si on attend Hollande pour résorber le chômage, on peut attendre un peu. On va attendre longtemps, mais je comprends. Ouais. Mais les gens, dans leurs aspirations, ils disent « Ah, mais c'est à Hollande de retourner le chômage. » Les gens aiment l'État en France. Oui, c'est-à-dire que oui, parce que c'est l'État est très intimement lié à la France. Oui, mais parce que c'est l'État qui a créé la France. Oui. C'est l'État qui a créé la France. C'est pas l'État qui a créé l'Angleterre. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi une chose, la différence qu'on a avec les anglo-saxons, c'est que nous, on a eu des pouvoirs personnels et des grands génies. Alors que les Anglais, les Américains n'en ont jamais eu. Il n'y a jamais eu de pouvoir personnel ni en Amérique ni en Angleterre. Il n'y a pas eu de genre de souverain. Il y a eu peut-être sur 3-4 ans un mec qui s'appelait Cornwell, mais il a été vite dégagé. C'est-à-dire qu'ils sont un collectif. Nous, on marche par individu. C'est notre différence. Mais c'est le souci de nos élites qui ont, surtout la génération de Sarkozy, qui ont la tête vers les Américains. Oui, parce que Sarkozy, clairement, il a quand même participé à cette américanisation de la France à grande vitesse, proche des Qataris, il a vendu... Mais la France, les Français, ils rejettent ça. Ouais. Ils rejettent... Bon, je dis pas qu'ils sont anti-américains. Ils ont quand même aidé l'Amérique à être indépendante. Oui. Bon. Aujourd'hui, ils sont vraiment très américanisés, en tout cas de ce qu'ils étaient, même il y a par rapport à... Non, ça c'est les élites. Ouais. Les élites, et peut-être aussi dans les banlieues, qui ont peut-être des références hip-hop, tout ça là. Oui, mais même, j'ai envie de dire, la ménagère de TF1, elle est bombardée de séries américaines. J'écoute la radio, j'entends que de la musique américaine. Mais ils n'auront jamais ce pli-là. Je vous dis, un Américain, il n'a pas besoin d'Obama pour faire les choses. En France, vous prenez tous les milliardaires français, à un moment donné, ils ont eu l'État derrière eux. À un moment donné. Vous prenez Pinault, Chirac, Bernard Arnault, à un moment donné. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on ne changera pas les gens. On ne les changera pas dans leur fort intérieur. C'est comme ça. Et Sarkozy, comme tous les autres, se trompe. Est-ce qu'en plus, en France, on peut dire que
presque justement quand l'État va mal, la France va mal. Bah En fait, oui. c'est très Ah bah lié oui, bien justement. sûr. C'est Quand il y a complètement- déliquescence d'État, il n'y a plus de France. Ça. C'est la chose, il n'y a plus de France. Quand en 2005, pendant les émeutes, quand on commençait à Clichy-sous-Bois, l'État vacillait, il n'y avait plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un affaiblissement, la République, c'est un affaiblissement de l'État. C'est un affaiblissement de l'autorité morale dont ont besoin les gens d'ici. Sans cette autorité morale, les gens meurent. C'est comme ça. Les Anglais n'ont pas besoin de leur État. Bon, ils ont besoin de la reine histoire de faire venir un peu de touristes, mais bon, elle sert à rien. Voilà, elle fait coucou, voilà, bon, ça va pas plus loin. C'est la continuité quand même la reine. Ils ont, non, c'est une tradition. Non, c'est juste une bon, c'est aujourd'hui une façon de faire un peu de business. Mais elle est prépondérante dans rien. Ils ont jamais eu des rois avec beaucoup de pouvoir, jamais. Ouais, mais ça c'est dû à leur histoire. La Magna Carta, on sait, 1215, les nobles qui imposent leur pouvoir à la reine. Mais c'est un esprit anglo-saxon. Oui, donc C'est un nous on a une esprit histoire complètement différente. Complètement On a eu- différente. On a eu des rois justement qui ont eu beaucoup de pouvoir Voilà. parce qu'il n'y a pas eu cette même histoire en France. Même le président de la République en 58 était quand même représenté par quelqu'un. Bon, on aime ou n'aime pas De Gaulle, moi je suis pas spécialement gaulliste, sincèrement. Mais malgré tout, même si bon, tout était un peu factice, mais il représentait quelque chose. Sur quoi s'accrocher. Genre un peu le menhir. Et les gens ont besoin de ça. En tout cas en France, ils en ont besoin. En Amérique, ils s'en foutent. Ils font leur truc, ils font leur business, voilà. Et imposer des modèles de l'étranger, c'est une erreur. Il faut créer un modèle français. Voilà, il faut arrêter de vouloir faire les États-Unis d'Europe. Les gens ne veulent pas des États-Unis d'Europe. Bah, surtout les Français. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est l'Empire romain. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent pas des États-Unis d'Europe, ça c'est nul. Les gens, ce qu'ils veulent. Enfin, moi par exemple, je ne suis pas pour la sortie de l'Europe. Ah oui, bah ça on en parlera en deuxième partie, parce que c'est intéressant. Ah ben on en On en reparlera. reparlera parce que je pense qu'il y a beaucoup à creuser. Mais parce que là, clairement, donc, il va falloir réinventer un système. Ça va être quand même assez compliqué, ça, non? On réinventera rien. Ça fait 3-4 siècles qu'on n'a rien inventé. Tous les régimes conquistés ont eu une source de quelque part. Tous. Napoléon, il voulait être Charlemagne. Voilà, et refaire l'Empire d'Occident. Charlemagne, il voulait refaire Rome. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu aussi se brûler les ailes quand on veut trop Enfin, je dis pas qu'il faut l'Empire, ça. Ouais. Bon. Parce que ça a mal fini, l'épopée napoléonienne, quand même. Ça a fini par mettre tout le monde contre Mais nous aussi. tous nos régimes ont mal fini. Attendez, les conquêtes de Louis XIV, après Louis XV et Louis XVI, ça a mal fini. Oui, surtout pour Louis XVI. Et Louis XV aussi, il a quand même perdu pas mal de trucs quand même. Ah, il en a gagné aussi. Mais il a plus perdu que gagné. Il a Oui, quand le bien aimé. quand même un peu l'héritage qu'il a reçu. Bon, il a un peu bâclé, on va dire quoi. Parce Galvaudé. que, il a. Mais- Peut-être est-ce que c'est pas. Alors, bon, historiquement, la logique, parce qu'il disait je ne fais pas la paix en marchand, mais en roi, etc. C'est-à-dire que, bon, on sait très bien qu'effectivement, les conquêtes de Louis XV, on les a données à la Prusse, ce qui n'était pas très logique. Non, mais c'est pour ça que, en plus du régime, il faut un type qui sort de l'ordinaire. Il n'y a qu'à ces moments-là qu'on réussit. C'est-à-dire, il faut vraiment quelqu'un, une figure, un mec charismatique. On se dit putain, je vais le suivre jusqu'au bout du monde, gars. Est-ce que c'est pas un peu aléatoire, justement, ces figures, parce que ça dure le temps de la figure, mais après, est-ce que c'est plus Oui, c'est mais pas un système, le ça problème, c'est qu'en 2000 ans, on a été bon que là-dessus. On n'a pas été bon sur autre chose. Alors, si on savait faire comme les anglo-saxons, pourquoi pas? Eux, ils savent faire. Eux, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont pas besoin de ça. Quel que soit le mec, Pierre, Paul, Jacques, ça marche. Mais chez nous, non. Chez nous, non. C'est comme ça. On a besoin c'est marrant, cet autoritarisme. Bien Et sûr. vous pensez vraiment que les gens, ils adhéreraient à Mais cette bien idée sûr. Moi, d'autoritarisme? je vous dis, bon, je suis pas un fan de la Russie, tout ça, bon. Mais si Poutine, il se présentait aux élections et qu'il dirait, voilà, moi je mets ma constitution, voilà, c'est ça, c'est ce bloc, mais les types, ils adhéreraient à fond. J'en suis sûr, mais à 100%. Une majorité de Français adhéreraient à ça. C'est ça, mais sérieusement. Hein. Ouais, bah. Et c'est ce que les. m'interroge. Alors je dis pas qu'il faut une dictature, tout ça, mais un régime autoritaire. Et le autoritaire au sens social, politique, à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Un État autoritaire avec un État qui trace les lignes de l'économie. Enfin, c'est pas du communisme, hein. C'est-à-dire c'est pas le collectivisme, tout ça, mais
c'est l'État qui dit, mais par exemple l'État l'avait très bien fait, sous la République, tiens, pour une fois, avec les industries. Aujourd'hui, nos industries, elles vivent de celles des années 70. C'est vrai que le nucléaire... Oui, parce que quand même, après la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'il y a eu une vague quand même où, on va dire, l'État a repris en main certains secteurs de l'économie. Mais c'est une obligation. Dans notre pays, c'est une obligation. Si on n'a pas cette force-là, cette autorité-là, on n'y arrive pas. Et c'est justement parce que on veut faire de nous des anglo-saxons, c'est justement parce qu'on dilue le pouvoir des uns et des autres qu'on n'y arrive pas. Chacun a un pouvoir. Allez, vous avez la commune, les agglos, le département, la région, et tout ont un pouvoir qui se chevauche. Ça marche pas. Et en plus, on veut le système des autres. Ah, moi, à une époque, je me rappelle, on disait contre le chômage, il faut le système flexibilité danois. Alors on a essayé. Mais le problème, c'est qu'on fait pas tout comme il faut. Et en plus, c'est danois, c'est un autre peuple. Les Scandinaves, c'est pas la même chose qu'un Français. Donc on se plante. Ah, aujourd'hui, la mode, c'est être comme les Allemands. Donc on regroupe les régions, on va faire des landers. Mais on va se planter encore. On cherche des systèmes d'ailleurs, alors qu'on a inventé notre propre système. C'est-à-dire que vous êtes vraiment contre ce désengagement de l'État, parce que l'État, on va dire, c'est désengagé de partout. Alors, moi, je ne suis pas pour l'État-providence. C'est-à-dire que je ne suis pas pour les allocations, les subventions, les machins. Voilà, je suis contre. Et pas que pour les étrangers, même si je pense que les allocations familiales n'ont pas à payer les enfants parce quand on est né en France, c'est pas parce qu'on est né en France qu'on est français, quoi. Je veux dire. Enfin, pour moi, hein. Moi je pense que être français ça se mérite. C'est-à-dire que il faut porter les valeurs du pays pour être français. Moi, je suis pas français de souche, hein. Moi je suis polonais à la base, mais et je suis donc un invité dans ce pays. Vous voyez ? C'est-à-dire que... Vous n'êtes pas né en France, c'est ça? Non, mais c'est-à-dire que moi aussi, je suis un invité. Voilà. Mais j'essaie de mériter d'être français. C'est-à-dire que j'essaie d'être, bon, déjà, un citoyen correct, mais j'essaie de porter les valeurs, l'histoire au fond de moi, de ce pays. Est-ce que je veux dire? Ouais, mais à quel moment on peut juger que quelqu'un est français ou pas? Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, les types qui la rejettent. Par exemple, les gens qui... Même des Français de souche. Ouais. Moi, je vois dans les banlieues des Français de souche qui s'assimilent à l'autre. Est-ce que je veux dire? Alors des types, ils ont des amis, je sais pas moi, des blagues, des beurres, et ils s'assimilent à l'autre. Il veut être beurre, par exemple. Vous voyez? Bien sûr, ouais. Pour moi, ça, c'est pas la France. Ce mec qui fait ça, qui est Français de souche, hein, eh ben, il rejette son pays. Quand on rejette ce pays, on se déteste et on n'avance pas. Ah, mais on peut pas on va pas le rendre apatride, cette personne-là. Non, j'ai pas dit qu'on va lui enlever, mais il faut faire revenir l'assimilation à la française qui a toujours marché, qui a fait des gens, des étrangers, des Français. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être assimilé à la France et que tout ce que vous avez été au plus profond de vous-même, vous allez le barrer. C'est pas ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, alors déjà, voilà, enfin, je vous ouvre cette parenthèse. Donc déjà, moi je suis pas pour l'État-providence, qui est dans les allocations, dans le social. Moi je suis pour un État fort dans le régalien. C'est-à-dire dans la justice, dans la sécurité, mais qui malgré tout donne des lignes directrices économiques. Mais c'est pas du communisme, c'est pas on collectivise tout et ça appartient à personne. D'accord, mais la redistribution, l'État, c'est ce rôle-là quand même, non? L'État doit permettre, dans la microéconomie, c'est-à-dire dans tout ce qui est petite entreprise, salariés, employés, d'être, on va dire, libéral, le plus possible. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne doit pas emmerder les gens avec des normes, avec des lois. C'est une valeur de gauche, hein, selon Macron. Et alors, selon lui. Libéralisme, enfin, moi je dis libéral parce que je veux que les gens me comprennent. Mais je veux dire. Bon, libéral. J'ai pas l'autre mot. Vous voyez, la novlangue, elle a même pris ça. Bon. Je voudrais qu'on soit étatiste et stratège sur la macroéconomie.
c'est-à-dire que tout ce qui concerne les États, c'est-à-dire que il faut s'autoriser du protectionnisme. Il ne faut pas qu'il y ait la directive Bolkestein en France, par exemple. C'est encore autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, un ouvrier... Bah tiens, je vais parler des Polonais. Je suis polonais aussi. Par exemple, qu'un ouvrier polonais ne puisse travailler en France avec des règles sociales polonaises. Vous voyez? Oui, parce que ça, c'est le cas actuellement. Voilà, c'est le cas actuellement. Mais le problème, c'est que nos grosses têtes de la politique et de l'économie font tout le contraire. C'est-à-dire qu'elles étatisent, elles font du marxisme sur la microéconomie, sur les petites entreprises, c'est-à-dire sur les impôts, les normes, vous voyez, tout ça. Donc les petits, ils meurent, et elles libéralisent tout ce qui est macroéconomie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, c'est la saison 3, toujours avec Mike Borowski, pour cette entrevue qui déclenche tout un tas de réactions. Alors, tu nous disais justement ce petit clip de l'UMP. Je vois que vous avez ouvert sur ce LibDub là, et où je suis dessus, et j'assume mes conneries. Hein. J'étais dessus, j'avais une belle rose, une rose en plus. C'est pour dire, voilà, c'est pour dire les connivences entre la supposée droite et la gauche. D'accord. Bon, c'est un clip qui nous avait fait beaucoup rire, nous en tout cas à l'époque comme beaucoup. Alors, on va repartir un peu justement sur ce sujet qui nous a précédé, sur l'Union Européenne, qui est, faut bien le dire, parce que l'Union Européenne aujourd'hui concentre tous les pouvoirs, enfin sur en tout cas les grands sujets, je veux dire, voilà, en matière militaire, en matière financière, en matière économique, voire même sociale, c'est l'Union Européenne qui décide avec, faut quand même, alors là pour le coup justement, un autoritarisme bruxellois sur certains sujets, puisque ce sont des directives, ce sont des réglementations qui parfois sont contraires à notre intérêt national, et pourtant la France doit les appliquer sous peine d'être poursuivie pour des sanctions. Alors voilà. Déjà j'ai vu certains internautes qui m'ont dit Mike Borowski il est pour l'Union Européenne. Oui. Parce que ça c'est quand même pas dit ça. C'est un curseur. Je n'ai pas dit ça. Ouais. J'ai dit que je suis pour l'Europe. C'est pas la même chose. L'Europe, c'est un continent, une civilisation. L'Union Européenne, c'est un machin technocratique. C'est pas la même chose. Ça aussi, ça participe de la novlangue. Alors j'invite les gens, je vais faire un peu de pub tiens, pour un auteur qui écrit beaucoup sur la gauche matrix, c'est Jean-Yves Le Gallou, qui a écrit les 1000 mots de la novlangue, où nos élites veulent faire de l'Europe et de l'Union Européenne la même chose. Pourquoi? Parce que quand vous dites que l'Union Européenne c'est l'Europe, ou l'Europe c'est l'Union Européenne, eh bien, vous ne pouvez pas aller contre, parce que c'est l'Europe. C'est ce que je veux dire? Donc vous devez accepter l'Europe. Moi, je ne veux pas d'Union Européenne. Je suis contre l'Union Européenne. Au sens des institutions politiques. Voilà. Moi, je suis pour que la France soit la locomotive de l'Europe. Et moi, en fait, ce que je veux, je suis un peu comme Zemmour. J'aime beaucoup Zemmour. Moi, je suis pour ce que la France a toujours voulu faire, c'est-à-dire faire renaître l'Empire romain. C'est pas l'Union Européenne. Hein. C'est-à-dire que la France doit être prépondérante, doit être à la tête du continent. La chose... Ouais, mais ça, les autres, il y a les autres peuples. Mais les autres peuples, ils sont déjà dominés par l'Union Européenne. Mais ils n'ont pas envie peut-être de nous dominer par la France. L'Europe, ça doit être la France en grand. Sans les Anglais. Voilà. Mais les Anglais, ils vont faire un référendum et ils vont peut-être partir. Oui, mais les Allemands non plus, ils ne seront pas d'accord d'être dominés par la France. Un pays domine lorsqu'il est fort, lorsqu'il monte sa force, lorsqu'il montre que voilà. Mais les Allemands ont été dominés par la France. Les Allemands sous. Oui, sous Louis XIV. Et sous Napoléon, la Prusse, tout ça, oui, c'était des vassaux aussi. Mais c'était à moins de 2 siècles. Ils ont quand même repris leur revanche. Enfin bon. Oui. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à une Europe allemande. Ouais. Est-ce qu'on veut une Europe allemande? Et alors, on est en train d'accepter l'Europe allemande. On l'accepte? Bah, j'ai presque envie de dire, oui on n'a pas le choix. Oui, bien sûr. On l'accepte. Non, on n'a pas le choix. Mais moi, ce que je veux, contrairement aux souverainistes, au FN, tous ces mecs là, moi, je veux pas sortir de l'Europe. Mine de rien, l'Union Européenne a fait un truc que dans toute l'histoire du monde, on n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire c'est à ramener tous les pays européens dans le bercail.
C'est quand même la seule force. Ouais. C'est quand même une chose pas négligeable sans faire la guerre. C'est fédérateur américain, c'est pas, Oui, pas oui, naturel. oui, c'est vrai parce que voilà, faut quand même parler un peu d'histoire. C'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, c'est Claude Monet. Voilà, c'était. Alors je sais plus si c'est Claude Monet C'est ou. Jean. Ouais. Pardon, Jean Monnet. Excusez-moi. Alors je sais plus si c'est Jean Monnet ou son acolyte qui était à l'époque, qui travaillait à l'époque aux États-Unis et qui vendait de l'alcool pendant la Prohibition. Ah, c'est possible, mais en tout Un cas, peu comme Al Capone, quoi. Jean Monnet, lui, faisait du business avec les États-Unis, etc. Mais Enfin, il alors, était- attendez, j'ai un trou là. Le deuxième nom, c'était Jean Monnet et l'autre fondateur de l'Europe. Robert Schuman. Voilà, Robert Schuman. Alors je sais plus si c'est Jean Monnet ou Robert Schuman. Ah bah c'est Jean Monnet, parce que lui, il a fait, c'est Voilà, un grand alors- affairiste qui a fait beaucoup de Voilà. business avec Alors les qu'est-ce qu'il a États-Unis. fait Alors, pour vous dire déjà la naissance de l'Europe, quoi, dans quoi elle est née, quoi. C'est-à-dire que le mec, il était aux États-Unis, il vendait de l'alcool pendant la Prohibition. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Al Capone. C'est ça, quoi. Ouais. Donc, voilà, donc déjà, ouais, voyons l'honnêteté, quoi. Oui, parce qu'il me Et- semble, je m'avance, mais il me semble bien que Jean Monnet, effectivement, il avait des bateaux qui étaient dans les donc ça eaux, va, c'est Jean Monnet, ouais, c'est dans les Jean eaux Monnet. internationales et qui fabriquaient l'alcool et qui en revendaient. C'est dingue quand même. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'un mafieux a permis la création de l'Union européenne. Mais l'Union européenne, ça. Non, mais c'est un traître à la France, quand même, enfin. Bien sûr, bien sûr. Alors là, je suis d'accord avec vous à 100%. Ce sont deux mecs qu'on devrait bannir. Voilà. Et en plus, pourtant, il y a des rues, alors non, il y a des places. Et même, je me rappelle, à Port-Dauphine, vous avez une plaque marquée ici, vécu Schumann. Enfin, c'est n'importe quoi. Non, mais moi, ce que je veux, voilà, c'est la résurrection de l'Empire romain. C'est-à-dire la France en grand. C'est l'Europe. Voilà. C'est-à-dire ce qu'a voulu faire Napoléon, ce qu'a voulu faire Louis XIV, ce que tous nos souverains ont voulu faire. Non, mais ça finit. Et qui ont eu l'ambition de le faire. Mais c'est pas un peu. Ma vision d'Europe, c'est ça, en qui veut fait. devenir plus gros que le bœuf, quand même, non? Parce que. On s'est cassé les dents à chaque fois historiquement quand on a voulu imposer notre. Mais notre c'est vision ça, aux quand on a il faut avoir des grandes ambitions. Il faut aller le plus loin possible. Il faut arrêter de vouloir être triqué. Quand on a eu l'histoire qu'on a eue, on peut pas se dire ah on est juste une petite succursale ou on est un gouverneur d'un futur président européen. Pas possible. Il faut voir les choses en grand. La France, elle peut être que grande. C'est comme ça. Donc moi personnellement, je me sens, je sais qu'au fond de moi, mon héritage est supérieur à celui d'un Espagnol, d'un Italien, d'un Allemand. Est-ce que je veux dire? Et je le dis. Ouais, mais c'est pas un tropisme parce que par exemple l'Espagnol, il pourra se dire, ils ont eu leur grande période de Mais peut-être. grandeur. On est sur l'Europe, le seul les pays qui a la bombe Charles atomique. Quint, etc. On est le seul pays d'Europe qui a la bombe atomique. Avec les Britanniques. Non, les Britanniques, ils ont besoin de la clé américaine. Sinon, ils peuvent pas lancer leur bombe atomique. Ouais, mais nous aussi à l'heure Non, actuelle. on a besoin de personne. C'est on est un peu sous l'OTAN, nous. Je crois pas qu'on puisse Non, l'utiliser non. sans. Si demain la France veut utiliser la bombe atomique, elle le fait. Ouais. Elle le fait. Elle a besoin de personne. Même si, Oh, on est sous même l'OTAN, si sur l'Union on est européenne, pas non. On est Même dans si l'OTAN. l'Union européenne, pour des raisons budgétaires et des politiques français qui sont eux des traîtres, veulent mutualiser tout ça avec en faisant genre soi-disant leur armée européenne. Parce que je n'y crois pas. Et mutualiser forcément aussi la bombe atomique pour des questions de coût, mais surtout pour faire tomber la France de son pédestal. Vous voyez? Ouais. C'est-à-dire faire comme les Anglais, c'est-à-dire être tributaire de l'Américain pour pouvoir envoyer la bombe. Mais moi j'ai toujours entendu dire que plus on est fort et plus on domine. Ouais, mais- À nous de redevenir forts. Mais il y a aussi une chose. En France, on pleure sur l'Union européenne parce que, comment dire, on n'a plus le pouvoir. C'est vrai. L'Union européenne, c'est une mauvaise chose, c'est de la bureaucratie, essentiellement. C'est 50 000 mecs à Bruxelles qui sont, qui sont des technos. Et qui pondent des trucs, des Il machins. n'y a pas de hasard quand même, ils font une politique. Enfin, Bien sûr. C'est pas. Bien sûr, bien sûr. Il y a une politique qui est Mais donnée. d'un autre côté, c'est notre faute à nous. Lorsque l'on a créé le ciel charbon à l'époque du général de Oui, Gaulle, la CK, oui. voilà. Nous ne nous sommes pas battus pour que la capitale soit en France, au Paris. Pour que la capitale de l'Europe, enfin de ce mouvement, ça soit Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, mais déjà c'est une défaite. Déjà c'est une défaite intellectuelle. Ouais, mais les Américains n'en voulaient pas, c'est eux Oui, qui mais- ont poussé à cette création. Bien sûr. Mais nous, qu'est-ce qui nous empêchait de ne pas suivre les Schumann et les Monet? C'est nous qui avons perdu. En plus, il y a aussi d'autres choses. C'est que
lorsque vous voyez les députés européens, alors certes, ils n'ont pas le gros pouvoir, mais c'est symptomatique d'une mentalité. Nous, qu'est-ce qu'on fait en France? On casse des mecs qui ont perdu les élections. Tiens, Nadine Morano. Nadine Morano. Voilà. Rachida Dati. Voilà. Les députés européens, c'est souvent un peu effectivement Voilà. les losers d'une élection qu'on dit bon bah vous allez, on va vous foutre. Oui, mais ça participe à faire perdre de la souveraineté au profit de l'Union. Ça participe à ça. Parce qu'on met des types qui ne sont pas capables. Mais ce qui se passe sur le Parlement européen, ça se passe aussi à la Commission européenne. Vous pensez qu'il y a un Français qui siège dans des commissions? Bah de toute façon, il y a un représentant par pays, un commissaire par pays. Non, mais c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que dans les commissions bruxelloises, le français, soit il baisse le pantalon, soit il n'est pas là, soit il fait pas de lobbying, soit il est absent, soit il est juste là pour prendre son pognon. Et voilà. Ouais, mais très concrètement. Oui, mais c'est important aussi. Si des décisions se prennent dans un endroit et que le français il ne représente rien ou il n'est pas là. Bah, la France, c'est 1/27e. C'est-à-dire que le système même de l'Union européenne fait que la France, elle est diluée, elle n'a aucun pouvoir. Puisque toutes les décisions. Mais elle n'a aucun pouvoir parce qu'on a voulu donner nos pouvoirs. Parce que nos élites, elles vivent dans le modèle des États-Unis d'Europe. C'est ça qu'elles veulent. Elles veulent ces États-Unis d'Europe. Oui, mais dans ce système de l'Union européenne, de toute façon, vu qu'il y a 27 pays, je veux dire au début, c'est sûr, peut-être l'Union européenne de 1957, hein, quand on était encore 6, on va dire, au départ, la France elle avait une place prépondérante, puisque dans ces 6 pays, c'était de loin le pays le plus puissant. Hein, je veux dire, Benelux, France, Allemagne, Italie. L'Allemagne, elle sortait de la guerre, j'ai envie de dire, il se faisait un peu discret. L'Italie, pareil. Le Benelux, voilà, et il y avait la France, qui était la grande puissance. Mais aujourd'hui, c'est terminé, ça, puisqu'on est 27, 28, même, je dis 27, on est 28. Moi, je trouve sidérant que les Allemands ne se gênent pas pour dominer l'Europe, ils se gênent pas pour le faire. Oui. Et je vais vous dire une chose, s'il n'y avait pas justement la Seconde Guerre mondiale et la culpabilisation de l'Holocauste, je pense qu'ils iraient encore plus loin, les Allemands. Ça ne dérange personne en France, enfin si ça dérange quelques souverainistes, mais je veux dire, les États ne disent rien, les Allemands dominent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, et personne ne dit rien, il dit bon ok. Et nous, si on veut faire la même chose, et on peut faire en beaucoup mieux, parce que déjà on n'a pas une population vieillissante, si on était un peu malin, bon malheureusement c'est pas trop le cas, on aurait une économie aussi florissante, on a une armée que personne n'a, hein. L'armée allemande, ils peuvent même pas vous amener 20 mecs en Syrie, hein. Je vous dis ça sincèrement, hein. Voilà. Ni espagnol, ni tout ce qu'on veut. Si on avait l'envie de dominer cette Europe, on le ferait. Et ce serait pas compliqué. Et il l'accepterait. Alors moi, je ne sais pas. Enfin, ah si. Je sais pas si, parce que bon, c'est vrai Pourquoi l'accepter pour les Allemands et pas accepter pour les Français? Bah, en fait, c'est la question. Bah parce que nos élites, moi, je sais pas, quand j'entends les discours de nos élites et même un Sarkozy de l'époque, c'était l'Allemagne. Bien sûr. Parce que nos élites est tout le temps mise en exemple, à suivre, etc. Mais c'est pour ça que moi je parle de changer ces élites et donc changer de système et changer la République, et sortir de la République. Avec des gens qui, si nous revenions dans dans ce qu'a fait la force de la France, c'est-à-dire sa grandeur, c'est-à-dire que je vous dis, la personne autoritaire sur un régime autoritaire, la personne charismatique sur un régime autoritaire, un grand État, eh bien, nous redominerions l'Europe. Et très facilement, parce que les pays européens, eux aussi, ils sont dirigés par des technos. Ouais. Voilà. Bien sûr, ouais. Et c'est-à-dire qu'un techno, ça se bagarre pas un techno. Hein. Ça fait des normes, ça écrit sur son bureau, ça fait des normes sur la pêche, sur comment bouffer son sushi, comment faire ceci, voilà. Mais ça fait pas la guerre. Oui, mais on ne pourra pas effacer, justement, on ne pourra pas effacer le sens de l'histoire. À savoir que, par exemple, les Allemands, effectivement, il y a eu quasiment... On va parler de 2 guerres, mais on pourrait presque mettre la guerre en plus 1870, donc 2 guerres en tout cas mondiales. Comme il disait Joschka Fischer, ça c'est une déclaration qu'il a faite au moment de mais c'est un gauchiste, hein. Qu'il a réitéré, il a dit ce que l'Allemagne n'a pas pu faire avec les canons Krupp, elle le fait avec l'Union européenne. C'est ça. Voilà. Mais pourquoi nous devons le subir? Et pourquoi il n'y a pas un politique, au lieu de dire on va sortir et on va faire ce que font les Allemands en mieux? Mais pourquoi personne ne peut le faire?
Enfin, je sais pas, c'est pas fou. C'est pas fou comme idée. Bah, ce qui serait fou, c'est de penser. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que penser que la France elle puisse dominer l'Europe. Bien sûr. Mais bien sûr. À chaque fois, ça a très mal fini, quoi. Ça a très très mal fini. Mais peut-être, oui, parce que notre histoire est tragique. Mais l'histoire en elle-même est tragique. Et qui sait si l'Union Européenne ne finira pas mal. En continuant comme ça, on va tous s'entretuer. S'entretuer. Rien ne permet de l'affirmer. En faisant la négation des peuples, on va tous mourir. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que dans 10 ou 15 ans, il n'y aura peut-être plus d'euros, plus d'Union Européenne, il n'y aura plus de peuple, il n'y aura plus rien. Voilà, il y a les dirigeants allemands, moi j'entends les déclarations, depuis longtemps, il y a aussi une déclaration célèbre, alors je ne me rappelle plus le nom du dirigeant allemand, mais il avait dit, de toute façon, on préférera toujours être numéro 2 derrière des Américains qu'à égalité avec des Français. C'est ça la mentalité allemande, ils n'ont pas envie de se faire dominer par la France, les Allemands, clairement. Donc comment, parce que c'est la grande puissance continentale, l'Allemagne. Mais moi, comment je pense vraiment que on peut arriver à cet état de fait. Mais sinon, on va mourir. Mais alors avec une guerre. Peut-être, mais on repart pour une quatrième, c'est quoi? Il y a tout. L'histoire du monde, c'est des conquêtes, c'est la guerre, enfin, je veux dire, l'histoire, c'est tragique. Hein. Il n'y a jamais eu, on ne s'est jamais parlé avec des roses. Hein. Même aujourd'hui dans l'Union Européenne, même si ça reste des technos, bon, bah, il y a quand même des. Ouais, mais bon, clairement, la deuxième, on l'a échappé belle, on est allé les chercher, mais sans les anglo-saxons, clairement, la France, elle n'existerait plus. Hein. Non, c'est pas les anglo-saxons. Non, mais ça me fait chier de le dire. Hein. Ouais, je veux dire, ça me fait vraiment chier de le dire, mais je vais le dire. S'il n'y avait pas Stalingrad, Leningrad et le front de l'Est, il n'y avait pas. Oui, c'est eux qui il n'y aurait pas eu l'embarquement. Ok, d'accord. Voilà. Faut dire les choses. J'entends par exemple un discours, ça c'est les antiracistes, j'adore ce discours, c'est les immigrés, ils ont sauvé la France. Non. J'aimerais que ce soit ça, mais c'est pas ça. Oui, enfin. Ouais, on a sauvé le pays. Il y en a qui disent mon grand-père, il a fait la guerre pour la France, c'est lui qui a sauvé la France. Non. Ils ont contribué. C'est pas non plus. Ils ont quand même contribué. Non. Ah bah il y a eu quand même des soldats venus. Mais je vais juste dire une chose, le débarquement de Provence. Déjà, c'est que le débarquement de Provence, où il y a eu un peu de Français et des gens de l'Empire. Mais en Italie aussi. Oui, mais c'est le débarquement de Provence. C'est-à-dire c'est ce débarquement-là, quoi. Ouais. Voilà. Le débarquement en Normandie, c'était que des anglo-saxons. La France n'avait rien à dire. Général de Gaulle lui-même le dit. D'ailleurs, lui-même, il disait qu'il ne fêtait pas le jour du débarquement parce que la France en était absente. Bon. Les Allemands, c'est le front de l'Est qui les a tués. Oui, tout à fait. Voilà. C'est Stalingrad, c'est Leningrad. C'est les Russes qui ont anéanti l'Allemagne allemande. C'est eux qui ont réussi. Le problème, c'est que les anglo-saxons sont des très grands communicants et qu'on vit dans un monde de communication. Voilà. Et ils ont fait croire des choses qui étaient fausses. Bien sûr. Moi, je veux dire une chose. S'il n'y avait pas Stalingrad, Leningrad, s'il n'y avait pas la volonté des nazis de conquérir l'URSS, s'ils étaient restés sur leur pacte germano-soviétique, la guerre elle aurait déjà duré plus longtemps et je suis pas sûr de la fin, quoi. Mais vraiment, parce que il faut savoir que des centaines de milliers, voire peut-être des millions de la Wehrmacht tombaient là-bas. Hein. C'est pas les Américains, les Anglais. Bon, ils ont fait quelque chose, certes, mais c'est le front de l'Est. Oui, hein. Et moi, je veux dire, je suis pas. Ça me fait chier de le dire parce que je suis pas communiste, je suis anticommuniste. Je suis pas spécialement un ami des Russes parce que. Ah oui, bah on demandait ta position sur la Russie. Alors, il y a ami des Russes. C'est quoi la Russie? C'est un danger? Non, c'est-à-dire que la Russie, il faut pas l'humilier. Mais elle est dans l'Europe, la Russie. Oui. Ah bon. Une partie. Ouais. Bon. La Russie, il faut pas l'humilier. Voilà, moi je suis pas l'ami des Russes, j'ai une histoire familiale. Ça, c'est ton côté polonais qui parle, voilà, c'est ça? Que le polonais ne peut pas encadrer le russe, ça il faut le savoir. Avec la Russie qui est difficile, c'est-à-dire j'ai des gens qui sont morts à Katyn, c'est-à-dire la mort des officiers polonais, de ma famille. Hein, oui. ma famille. Aujourd'hui on sait que c'est les Russes, mais pendant longtemps on nous a dit que c'était des Allemands. C'est ça. J'ai vécu en Pologne pendant le communisme, où il fallait manger avec des tickets de rationnement. Et bon, même les tickets de rationnement, ça ne servait pas à grand chose parce que de toute façon il n'y avait rien. Bon, on s'est battu contre les Russes. Donc je ne suis pas un pro-russe, loin de là. Hein. Mais je pense que mon ressenti que j'ai vis-à-vis des Russes doit disparaître dans la diplomatie et dans les intérêts de la France. C'est-à-dire que les Russes, il ne faut pas les humilier.
Voilà, c'est une puissance, il faut parler avec elle, il faut avoir des vrais échanges et il faut que ce soit un partenaire. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut humilier les Russes. Et même pas à notre profit, mais au profit des Américains. Non, le pire, encore si on humilie les Russes pour gagner quelque chose. C'est pas notre intérêt en plus à la Non, c'est pas notre intérêt, parce que c'est une grande puissance. Vous savez, quand une puissance elle a 8000 têtes nucléaires, on ne joue pas au show, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Et aujourd'hui, les Russes, moi je pense qu'ils peuvent être des très bons alliés face à l'État islamique. Et que quand les Russes disent quelque chose, il faut les écouter quand même. Parce que c'est quand même un grand empire. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, historiquement, voilà. Ça reste une... Moi, c'est ce que je pense face à la Russie. Maintenant, vous savez, en diplomatie, il n'y a pas d'amis. Oui, alors ça, c'est la fameuse l'adage Mais c'est britannique. vrai. Il n'y a que des intérêts. Voilà. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. C'est-à-dire que nous, la France, moi, ce que je n'aime pas actuellement, c'est parce que on est contre l'Amérique et que Hollande est avec l'Amérique, alors nous, on dit qu'il faut qu'on soit avec les Russes pour être en opposition. Non. Nous, la France, on est indépendant. On n'est pas pro-russe, pro-américain, les Français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, on a notre politique. Non, on est face à des enjeux tels l'État islamique, il faut travailler avec les Russes. Bah, surtout, mais il ne faut pas leur donner... Oui, surtout quand on est à la genèse de l'État islamique, voilà. C'est plutôt du côté des Américains qu'il faut chercher que du côté des Russes. Mais c'est clair, c'est clair. Et il faut aussi avouer une chose, nous avons intellectuellement, je pense, plus de convergence, et c'est moi qui le dis, hein, avec les Russes qu'avec les Américains. Les Américains, ils sont dans une vision de domination. Et ils ont raison. Ils ont raison pour eux, je parle. Hein. Donc, ils ont raison. Ils sont Américains, ils disent, voilà, on veut être les number one, on fait comme ça. Nous, on doit avoir ce même état d'esprit, je pense. Et moi, ce qui me désole de la classe politique, c'est que on cherche un vassal. Pas mais les gens, aujourd'hui, parce qu'on connaît tellement pas notre histoire, on sait tellement pas à quelle place on était, on dénigre tellement notre pays, que celui qui n'est pas pro-américain se dit, ah, mais il faut que je sois pro-russe, parce qu'il faut que je sois le vassal des Russes. Celui qui n'est pas pro-russe, il dit, ah, il faut que je sois le pro-américain, parce qu'il faut que je sois vassal des Américains. Qu'est-ce que je veux dire? Et nous devons jouer notre propre partition. Voilà. Mais sans vouloir humilier l'un en faveur de l'autre. Parce que ça sert à rien. Oui, mais pour le moment, on est sous vraiment domination américaine. On n'est pas sous domination. Oui, mais on peut l'empêcher. On ne l'a jamais été, même sous domination. On peut l'empêcher. On peut l'empêcher. Mais déjà, ne serait-ce que dans l'économie. Aujourd'hui, on est dans la finance mondiale. On a besoin de capitaux. On envoie nos sociétés, nos grosses sociétés, qui sont des nains au niveau du monde, à l'assaut des marchés mondiaux, sans leur donner les armes. Les Américains, eux, ils ont des capitaux. Ils ont ce qu'on appelle les fonds de pension. Donc ils peuvent acheter... Et puis ils ont le dollar. Pas seulement, ils ont les fonds de pension, c'est-à-dire qu'ils ont l'argent des cotisants à leur retraite, et avec ces grands groupes, ils achètent des sociétés. Oui, et puis ils ont quand même aussi un système monétaire qu'ils ont imposé, dans lequel le dollar, c'est une planche à billets. Quoi. Oui, mais bien sûr. Mais là, c'est l'Union européenne qui empêche. Mais nous, qu'est-ce qui nous empêche de capitaliser la retraite? Plutôt que... c'est un exemple parmi d'autres, hein, je parle. On va abandonner le système par répartition? Bien sûr. Pour la capitalisation? Mais bien sûr. Mais là, c'est donné au grand capital, entre guillemets. Non, c'est racheter nos sociétés. Ouais, mais bon, on a vu... Parce que regardez, les retraites, c'est quoi? C'est vous, moi, on paye pour la génération de nos parents. Solidaire, oui, mais qui... C'est pas solidaire, c'est un système égoïste. On veut dire que c'est solidaire, ce n'est pas solidaire. Ah si. Non. Bah en quoi c'est pas solidaire? Ben, déjà les retraités pauvres. Ça c'est encore autre chose. Mais chacun doit se faire sa propre retraite. Mais c'est un exemple que je donne, hein, parmi d'autres. Hein. C'est-à-dire que si nous créons ces fonds de pension français, ça peut être géré par, je sais pas moi, la région, ou ça peut être ou par l'État, ou enfin j'en sais rien, ça on peut toujours discuter. Mais parce qu'aujourd'hui l'argent ne travaille pas, c'est-à-dire que l'argent, elle va de notre génération à l'autre génération. Ouais. Alors que l'objectif, c'est que l'argent que l'on cotise
puisse permettre à des fonds de pension français de racheter le CAC 40, de racheter des sociétés et pourquoi pas aussi d'acheter d'autres sociétés parce qu'elles sont pourvues en capitaux. Non, mais c'est-à-dire qu'on va donner de l'argent des retraités encore à des intérêts privés qui vont Parce que les fonds de pension, en 2008, ils se sont effondrés et on a vu des gens qui ne touchaient plus leur retraite, y compris des fonctionnaires qui, 70 ans, ils vont retravailler. Est-ce que vous pensez qu'un retraité français gagne mieux qu'un retraité américain? Bah, je pense qu'il a plus de sécurité. Ah non. Parce que ça a été prouvé en 2008. Après la crise, on a vu des fonds de pension s'effondrer. Mais combien de retraités français pauvres? Cette année, il y en a 39 000 de plus. Bah, je pense que les Américains pauvres, ils constituent combien d'Américains pauvres? J'ai envie de répondre à cette combien d'Américains pauvres? Évidemment, mais il n'y a pas de société où il n'y a que des types qui sont. Il y a foncièrement bien plus d'inégalités dans le système américain que dans le système français. Enfin, c'est là notre divergence. Moi, je pense qu'on doit racheter nos sociétés. Parce que regardez, aujourd'hui, nos retraités profitent des 30 glorieuses. Mais les retraités dans 20 ans ou dans 30 ans, c'est ça aussi. Alors que dans 30 ans, il y aura des retraites aux États-Unis. Eh oui. Rien n'est moins sûr. Ah si. Bah, en 2008, ça s'est effondré. On a vu des gens de 70 ans qui étaient obligés d'aller retravailler. Mais c'est revenu. Les anciens employés de la mairie d'Atlanta, les anciens employés de la mairie de Chicago, ils se sont relevés. Alors qu'aujourd'hui, notre système n'est pas viable, déjà parce que nous avons de moins en moins d'actifs, les chômeurs, on a de moins en moins de jeunes. Oui, mais il y a de plus en plus d'argent. C'est parce qu'il y a une mauvaise répartition. Non, pas du tout. Ah bah l'argent, il a explosé. Le budget, le PIB de la France entre 1945... je croyais qu'on parlait de l'argent des retraites. Non, je veux dire, le PIB général, il a explosé. Donc ça veut bien dire qu'il y a de l'argent. Mais il y a de l'argent en France. C'est la répartition qui pose problème. Moi je parle des retraites. Là, on parle des retraites. Sur les retraites. On parle pas des répartitions du PIB. Oui, bah ok, sur les retraites. Je parle des retraites. Parce que les retraites... Mais le problème de la retraite par répartition, c'est qu'on ne capitalise pas nos sociétés. À la rigueur, la retraite par répartition, si nous étions dans une économie, on va dire franco-française essentiellement, on pourrait survivre. Mais le problème, c'est que nos sociétés ne sont pas capitalisées pour être en concurrence contre les sociétés mondiales. Et du coup, nos sociétés françaises sont appartenues, ce sont les étrangers qui possèdent nos sociétés françaises, au moins à 50-60%, je crois. Oui, mais parce que maintenant, par le biais du capitalisme. Oui, mais parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des mesures protectionnistes. À cause de l'Union européenne, justement. Bien sûr, mais là, je suis d'accord. C'est strictement interdit. Mais c'est pas qu'une mesure qu'il faut mettre en place de protectionnisme, c'est pas assez. Il faut permettre à nos sociétés, à nos fleurons, d'avoir l'argent des retraités. Et en plus, moi je vais vous dire, c'est que les retraités, les actifs plutôt, parce qui vont cotiser pour ces fonds de pension, sont fiers d'être actionnaires. Parce qu'ils sont actionnaires, quoi qu'il arrive. Jusqu'au jour où l'action ne vaut plus rien. Mais c'est pas vrai, il ne faut pas croire que les actions ne valent plus rien, comme ça, c'est pas. Même en 2008, ça arrive à quelques-uns peut-être. Mais il n'y a pas de système parfait. Le système par répartition, il a très bien fonctionné. Pourquoi il fonctionne plus? Il a fonctionné jusqu'à Michel Rocard. Dans les années 90, quand Michel Rocard a décidé dévaloriser la part du patronat en disant que maintenant le patronat sa part serait fixe alors que le système en fait ça se calculait chaque année, évidemment ça a déséquilibré. Mais sinon, s'il n'a pas pris cette mesure libérale justement, peut-être que ça fonctionnerait très bien. La répartition n'a pas été fait à l'origine pour que ça marche. Et je dirais pareil pour la sécurité sociale. Et je vais vous dire pourquoi. Ah ouais, c'est marrant parce que c'est tous les systèmes justement qui sont non capitalistes. Non. Ah si. Par exemple, la sécurité sociale, elle a été faite sur le modèle allemand. Oui ou non? D'accord. Ouais. Bon. Le souci, c'est que à l'époque, on était sur la guerre froide contre les communistes. Bon. Et on a